Ophtalmologue au CHU de Rennes et maître en matière de télémédecine, je reçois aujourd'hui le docteur Mathieu Setout. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation des cotations ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le docteur Setout nous parle de sa carrière de PH au sein du CHU de Rennes, mais également de son rôle de référent auprès du SNOF sur toutes les thématiques de télémédecine. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Setout. Merci déjà de me recevoir, hein, en tout cas, et de faire part à notre audience de tout ce que tu connais déjà, et on va le voir. On parlera évidemment de ton statut de praticien hospitalier. Tu es mon premier vrai praticien, puisque la semaine dernière, j'ai cru, avec Gabin, avoir un praticien, mais pas encore, puisqu'il est encore assistant. Donc, tu seras mon vrai premier. Alors, j'aurai plein de questions, évidemment, hein, sur ce statut un peu particulier qui n'est pas majoritaire dans l'ophtalmologie française. On parlera aussi et surtout de ton rôle de référent auprès du SNOF dans tout ce qui concerne la téléophtalmologie et la télémédecine. Est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait, merci beaucoup de consacrer du temps à ce type d'activité. Super. Eh bien, écoute, je vais commencer, comme d'habitude, par te demander de te présenter, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Mathieu Soutot et donc, je suis ophtalmologiste, praticien hospitalier au CHU de Rennes. J'ai fait un choix de la pratique de l'ophtalmologie rapidement confronté à l'envie d'être médecin. J'ai la chance dans ma famille d'avoir ma maman qui est ophtalmologiste avec une activité libérale. Elle a été PH très longtemps à temps partiel. Et puis, voilà, mais elle m'a pas forcément mis en. Enfin, voilà, elle m'a présenté ce qu'elle faisait, mais c'était pas forcément vraiment me pousser dans la voie de l'ophtalmologie. Et puis, rapidement, ce qui m'a intéressé de l'ophtalmologie, c'est cette spécialité médico-chirurgicale et extrêmement, finalement, variée, avec une pratique aussi pluridisciplinaire qu'on peut avoir, notamment quand on est à l'hôpital. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, voilà pourquoi je suis devenu ophtalmologiste. D'accord, très bien. Tu as anticipé ma question, tant mieux. Donc, du coup, on peut enchaîner avec le fait que tu es donc praticien hospitalier maintenant. On sait qu'il y a seulement 10% des ophtalmos en France qui sont à l'hôpital, puisqu'après, on a 30% qui vont faire un peu de mixte, un peu de libéral et à l'hôpital, et puis 60%, la grande majorité, qui est donc en libéral. Comment tu fais ce choix? Parce que je rappelle, on l'a vu la semaine dernière, mais je crois que si je ne me trompe pas, tu me reprends si je me trompe, l'externat sur 6 ans, puis concours des ECN, on choisit sa spécialité de là 8 semestres post-ECN, un an de docteur junior, un an d'assistanat clinica, et ensuite on deviendra praticien hospitalier. C'est bien ça? Oui, alors moi, j'ai pas eu tout à fait ce parcours-là, mais parce que Oui. ça change tout le temps. Mais en l'occurrence, oui, oui, c'est ça aujourd'hui, avec effectivement un docteur junior 2 années en fait. Hein, D'accord. docteur junior, nous en ophtalmologie, première année, deuxième année, et puis après un assistanat ou un clinica en fonction des activités, avec un accès notamment, parce que c'est quand même ce qui parfois fait des choix du secteur 2, avec aujourd'hui, si on a fait docteur junior, on a besoin de faire que d'une année d'assistanat pour obtenir l'accès au secteur 2. D'accord, super. Donc, du coup, je reviens à ma question. Comment tu fais le choix, à un moment donné, de rester à l'hôpital plutôt que d'aller avec tes confrères sur du libéral? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question parce que, à la base, si on demande en interview mes amis, pas beaucoup auraient imaginé que je serais toujours praticien hospitalier aujourd'hui. C'est vrai que voilà, l'ophtalmologie a cette possibilité, et ça aussi fait partie de mes choix de faire de l'ophtalmologie, d'avoir une activité soit hospitalière, soit libérale. On peut parfaitement être hyper content de son activité en libéral ou en hospitalier. Bon, qu'on se cache pas les choses, il y a une grosse différence de salaire. Et ça a été un choix qu'il faut raisonner, hein, quand on s'intéresse à l'un ou l'autre. C'est vrai que moi, je considérais que l'activité hospitalière, et notamment au CHU, ça avait l'intérêt d'avoir une activité très diverse et variée. Hein. On a, comme je disais tout à l'heure, une activité pluridisciplinaire. Moi, je suis du coup référent pour les dermatos, en hématologie sur certains domaines. Donc voilà, on a des patients communs, on échange, on fait de la médecine interne, maladies infectieuses. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et c'est vrai que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'être praticien hospitalier. Tout le monde sait que je n'ai pas signé pour la vie. Hein. Il n'y a pas
de l'avenir, on verra bien ce que c'est, parce qu'il y a des choses aussi qui sont pas simples, hein, la formation, pouvoir être en mesure de toujours être motivé à donner la formation à nos internes, nos externes, nos étudiants orthoptistes qu'on a dans le service. Enfin, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est vraiment, je pense, pour le côté extrêmement varié de l'activité que j'ai fait le choix d'être praticien hospitalier aujourd'hui. Alors, pour tout dire, je suis à 80% au niveau de l'hôpital et j'ai une activité libérale à 20% de remplaçants auprès de cabinets de collègues dans dans le pourtour de Rennes, qui me permet de garder un pied dans le libéral, qui m'intéresse beaucoup pour voir comment ça fonctionne ailleurs. Mhm. Voilà, pour vraiment voilà, garder ce lien, aller chercher des fonctionnements différents, pour les ramener à l'hôpital. C'est ce que j'ai toujours aimé faire. J'ai eu la chance pendant mon parcours de faire un stage en libéral, hein, avec possibilité d'installation. Derrière, on s'entendait extrêmement bien. Moi, on n'était pas loin de s'installer ensemble. Et puis voilà, j'ai fait le choix de rester à l'hôpital. Mais pour autant, j'ai vraiment une vision du libéral et j'essaye de modifier la pratique de l'hospitalier envers certains points très, très positifs du libéral que j'essaye de mettre en place au CHU. C'est aussi ça qui m'intéresse, en fait. C'est vraiment. Parce qu'à la base, j'ai aussi cette volonté entrepreneuriale, enfin, des gros cabinets, je trouve ça extrêmement intéressant, hein, de monter des vrais réseaux de soins, etc. Mais finalement, je trouve qu'on peut aussi le faire au sein de l'hôpital. Et pour l'instant, c'était vraiment mon choix et j'ai été assez soutenu pour avoir envie de rester, parce que du coup, les choses ont pu avancer comme je le désirais, ou en tout cas, voilà, bien, on a pu réfléchir à plusieurs et c'est intéressant. D'accord. Et quand on est PH, est-ce que forcément on rêve un jour d'être professeur ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Moi, il y a un truc, alors la recherche, c'est pas trop mon truc. La recherche, pourquoi pas? Enfin, c'est vrai qu'on fait de la recherche un peu justement sur la téléophtalmologie, parce que bah, c'est un sujet qui m'intéresse et que je trouve clinique. Donc, on fait de la recherche vraiment plus descriptive, hein. Je suis pas dans la recherche fondamentale. Mais c'est pas du tout. Non, non, moi, j'ai pas fait de clinica, hein. Moi, j'étais assistant. D'accord. Donc, j'ai pas du tout de filière universitaire et c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Ils sont très courageux. C'est les professeurs, hein, avec les contraintes qu'ils ont. Moi, c'est vraiment plus voilà, PH, pouvoir avoir ce côté organisationnel qui m'intéresse beaucoup. Et c'est ce qu'on me laisse un petit peu gérer au sein de notre service, en tout cas à plusieurs. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse en étant PH. D'accord. Très bien, très clair. Euh, Donc, je l'ai dit en introduction, tu as un rôle un peu particulier de référent auprès du SNOF, du syndicat des ophtalmos. Est-ce que tu peux nous expliquer, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que tu y fais exactement? Oui, alors c'est vrai que pour reprendre, c'est vrai que moi je suis venu succéder à un de mes collègues, qui est Alexandre Philipponnet, qui avait monté en place de l'activité en EHPAD, justement, de téléophtalmologie en EHPAD. Donc, c'était en 2016. Et moi, enfin, il a quitté le CHU, et puis à ce moment-là, j'étais à la fin de mon internat, et on m'a dit, voilà, globalement, pour rester à l'hôpital, c'est un sujet qu'on veut promouvoir, et donc il faudrait que tu t'y intéresses. Ça fait partie des sujets qu'on veut porter. Professeur Morio, mon chef de service, était vraiment très dans la thématique de la téléophtalmologie et il voulait qu'on aille plus loin. Et donc du coup, à ce moment-là, effectivement, enfin, moi, j'ai fait ma dernière année d'internat et puis derrière, on a monté un appel à projet, on a eu des financements pour monter de la télémédecine et s'intéresser à la télémédecine sur le territoire. Donc avec des aides de la DGOS. Puis après, ça s'est poursuivi avec des aides auprès de l'ARS, hein, qui a financé une partie de mon poste, pour promouvoir la téléophtalmologie et plus globalement la télémédecine sur le territoire, sur diverses activités. Et c'est suite finalement bah, on va dire, à ces développements et puis à ce qu'on a mis en place que Vincent Dédès, le président du SNOF, m'a contacté en me demandant si j'acceptais de venir, enfin, j'étais pas au SNOF, hein, jusque-là, de venir dans l'équipe du SNOF pour bénéficier, voilà, de ce statut un peu de PH qui les intéressait également, et puis de pouvoir monter une commission dédiée à la télémédecine, euh, qui n'existait pas auparavant. Donc, voilà, ça fait partie des souhaits. Donc, on a une commission à plusieurs. On essaye de réfléchir sur les activités de télémédecine, sur l'encadrement réglementaire aussi, ce qui est pas toujours simple. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'en fait, à la base, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir cette activité, non pas parce que je veux la promouvoir, mais parce que je pense que, en tout cas, moi, dans ma pratique, on peut tout à fait faire de la très bonne qualité de prise en charge en parallèle du présentiel dans certains cas. Et parfois, elle répond même à des solutions qu'on n'avait pas en présentiel. Et donc, voilà, c'est vraiment cette expérience acquise en plusieurs années qu'on essaye d'élaborer tout en gardant le cadre réglementaire aujourd'hui mis en place
sur cette activité. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que la téléophtalmologie? Bah, c'est une pratique médicale, si on fait vraiment la téléophtalmologie, c'est une pratique médicale à distance. Et après, elle est vraiment diverse et variée. Si on prend la définition de la télésanté et plus globalement de la télémédecine, il y a plusieurs actes de télémédecine qui existent, qui ont chacune leur définition, entre une téléconsultation, une télésurveillance ou une téléexpertise. Et chacun est bien réglementé dans son activité, dans sa possibilité d'être faite et dans dans sa facturation. Donc, c'est vraiment une activité diverse et variée. C'est vrai que moi, je suis rentré dans la téléophtalmologie par l'activité en EHPAD. C'était comme ça qu'on a débuté. Mais je suis aussi beaucoup rentré par la téléexpertise. C'est vrai qu'au sein d'un CHU, on a affaire à beaucoup d'adressages de nos patients, à beaucoup d'avis de nos confrères, que ce soit des généralistes, des spécialistes ou des ophtalmologistes. Et en discutant avec nos collègues, on avait tous des adressages divers et variés qui nous arrivaient, soit sur nos téléphones personnels, soit sur nos mails personnels, soit sur les mails du CHU, soit sur des fax, avec une perte d'efficience claire et nette de la qualité de la prise en charge. Encore une fois, je me suis enrichi de l'expérience de ma maman qui est ophtalmologiste libérale et qui avait pour parfois toujours dit, bah voilà, moi j'adresse mes patients, je n'ai pas forcément de nouvelles, etc. Là, je me suis enrichi de comment ça fonctionnait en libéral grâce à mes stages, avec souvent des qualités d'échange extrêmement bons entre libéraux. Et nous, on était un petit peu à côté où, voilà, une fois que les patients sont chez nous, il y a souvent des allées-venues avec le patient, on n'a pas notre confrère n'a pas de connaissance de la prise en charge. Et donc, voilà, il y a souvent un lien qui se perd. Et on avait des liens avec la ville ou avec les autres hôpitaux qui n'étaient pas toujours excellents. Donc, c'est vraiment cette approche où je me suis dit, là, c'est pas, on ne veut pas juste faire à distance ce qu'on fait en présentiel. Il y a une vraie demande. Et cette demande, elle est aujourd'hui mal organisée, elle est non sécurisée, il n'y a pas de traçabilité. Et c'est vrai que la téléexpertise m'a amené clairement dans la téléophtalmologie plus globale. C'est vraiment ce qui m'a impliqué énormément parce que je pense que là, on approche un service médical rendu qui était inexistant et en tout cas pas du tout à cette qualité de prise en charge qui est aujourd'hui disponible par la législation qui a changé. Hein. En 2019, quand on en faisait, c'était que pour les EHPAD, les prisons, les déserts médicaux. Aujourd'hui, c'est ouvert à l'ensemble de la population avec quelques réglementations, mais ça permet, voilà. Et on sait très bien qu'on tend vers l'hyperspécialité. Et on a bien sûr de l'évolution aussi technologique qui est remarquable. Aujourd'hui, je reprends une phrase de Jean-Bernard Retier qui met vraiment en avant le fait qu'avant, bah, c'est vrai que la consultation, c'était sur le moment T donné. Hein, l'accès à la rétinographie, ça n'existait pas. Donc, c'était l'examen qu'on en avait fait. Aujourd'hui, on peut l'analyser en différé et on n'en perd en aucun cas la qualité de la prise en charge. Donc, c'est vrai que les choses évoluent et l'avantage, c'est que bah, aujourd'hui, on peut faire bénéficier à quelqu'un n'importe où en France d'une qualité de prise en charge, parfois de l'hyperspécialité quand c'est nécessaire. Et ça, je crois que c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir des collègues d'hyperspécialité dans plein de domaines, mais je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas ce réseau autour d'eux. Bah, c'est dommage de se priver pour leurs patients de temps en temps d'un avis plus expert. Il faut le reconnaître, on a tous nos failles. Et je trouve que c'est voilà, ça qui était très intéressant. Donc, la téléophtalmologie, c'est très large et c'est pour ça qu'on va un petit peu en parler. Voilà. Et aujourd'hui, elle est malmenée. Hein. Enfin, la télémédecine, elle est malmenée par des pratiques qui ne sont pas toujours saines, hein, avec forcément une financiarisation qui est très importante. Pour autant, c'est toujours important de se mettre, je pense, d'avoir le regard à la fois du praticien. Nous, c'est vrai qu'on est habitué à voilà, on a fait des études, on consulte parce que bah, on a 11 ans d'études, etc., etc. Et certains voudraient chanter tout ce qui a pu être fait, voilà, tout cet historique, comment on a accès à une consultation, parce qu'aujourd'hui, on peut le faire très facilement par de l'accès vidéo ou autre. Il faut aussi se mettre à la place des patients. Et je crois qu'on ne peut pas non plus dire il y a des choses qui ne se font pas parce qu'on n'a pas envie qu'elles se développent, parce qu'on a peur de son développement, alors que les patients, eux, sont demandeurs et on ne peut pas nier que dans des régions il y a des besoins où l'accès à l'ophtalmologie n'existe pas ou est très déficitaire et qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui permettent de réorienter des patients, de prioriser éventuellement des consultations auprès de l'ophtalmologiste par de la téléexpertise, par de la téléconsultation ou diverses activités. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir pas sa vision que territoriale à soi, parce que ça, c'est vrai que c'est un moment, nous, on l'a eu, hein, on a regardé que autour de nous en disant quels sont nos besoins. Il faut répondre à nos besoins de notre territoire. Et donc, parfois, on veut généraliser des pratiques
qui sont pas finalement, qui n'ont pas besoin d'être généralisées, mais finalement, en tout cas, d'avoir aussi ce regard du patient. Et voilà, même si les cadres réglementaires, il faut peut-être parfois qu'ils évoluent parce que les patients, ils n'ont pas la même vision que nous, tout en garantissant la qualité de la prise en charge. Ça, c'est primordial. C'est ça. Donc si je résume un petit peu, si je schématise, en téléophtalmologie, on va distinguer principalement 2 branches. La téléexpertise, plutôt de pair à pair, hein, un ophtalmo ou un médecin qui va demander un avis d'un expert, qui est surspécialisé dans ce domaine, là, précis, pour, mieux traiter son patient. Et puis plutôt une téléconsultation, qui là, par contre, on va dire, ça sera plutôt du praticien vers le patient. Est-ce que je Alors, moi, j'aurais déjà tendance à dire deux choses. C'est qu'il y a la pratique, enfin, il y a la télé, en tout cas, si on parle de la télé-expertise, parce qu'il y a la télé-expertise où finalement, c'est la délégation de tâches. Et ça, on a nos protocoles qui sont validés. Et aujourd'hui, il y a du protocole très réglementé, hein, avec le RNO et le protocole Muren qui existent. Et on le voit, des protocoles un peu like avec finalement, on ne respecte pas tout à fait le protocole sur les critères d'âge, etc. Mais finalement, ça, c'est de la délégation de tâches. C'est finalement, on est expert de son propre patient. mmh, C'est-à-dire, c'est juste que j'analyse un dossier en différé, mais en fait, c'est ma pratique. D'accord? d'accord. Et c'est pas de la téléexpertise au sens téléexpertise entre confrères, où là, à ce moment-là, en fait, on vient en appui de quelqu'un d'autre qui nous demande un avis ponctuel. Et donc, d'ailleurs, c'est pas du tout la même réglementation tarifaire. Dans un, c'est réglementé, c'est TE2, c'est la téléexpertise d'un confrère à un autre. Et dans un autre, c'est normalement des protocoles qui ont une réglementation, une facturation bien détaillée. Et ça, c'est deux pratiques très différentes. Et puis, effectivement, il y a tout ce qui est téléconsultation, où là, on peut imaginer que ça vient dans une autre volonté. Alors, on peut faire de la téléconsultation, et moi, je pense que c'est sous-estimé, hein. En tout cas, moi, dans ma pratique, notamment voilà, le vendredi après-midi, c'est souvent 3-4 appels de patients pour leur donner des nouvelles de leurs IRM, de leurs scanners passés, de leurs résultats ANAPAT, sur des biopsies ou autres, pour les informer d'une prise en charge. Alors souvent, c'est téléphonique, hein. Finalement, on se passe de la vidéo puisqu'on n'en a pas besoin, nous, en ophtalmologie. À ce moment-là, c'est juste de l'échange avec un patient. Mais finalement, on passe du temps qui est non rémunéré et c'est un acte au même titre qu'avant, on faisait de la téléexpertise non rémunérée qui n'était absolument pas mesurée. Là, je pense qu'on pratique de la téléconsultation, entre guillemets, en tout cas téléphonique, et aujourd'hui qui n'a aucune reconnaissance du temps et qu'on y consacre. Donc ça, c'est différent, c'est pour son patient, dans un suivi, etc. Donc c'est quelque chose qui est très... personne ne remet en question finalement cette pratique. Et puis on a la pratique finalement d'un patient qui n'a pas d'ophtalmo, qui est dans un désert et qui va faire de la téléconsultation dans un poste avancé où aujourd'hui on voit chez des opticiens, pourquoi pas chez des pharmaciens ou autres. Et finalement là, on a affaire à une téléconsultation qui est peut-être un peu moins organisée au niveau du territoire. On vient dépanner un territoire avec une pratique, et c'est cette pratique qui peut aujourd'hui être mise en cause. En tout cas, elle est là pour rendre un service. Toujours le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du patient dépisté. Nous, on a, au sein du GHT, voulu monter un poste avancé d'ophtalmologie dans un CH. On l'a fait au CH de Fougères, hein, qui est à peu près à 45 minutes de Rennes. Il n'y avait plus d'activité de l'ophtalmologie quasiment sur ce bassin. On a allé au sein de l'hôpital et on a monté un poste avancé d'ophtalmo et aussi de téléophtalmologie avec des orthoptistes. C'est-à-dire que l'ophtalmo n'est pas présent tous les jours sur le site, mais il est présent 2 jours dans la semaine pour assurer la prise en charge de continuité des pathologies dépistées. Toujours le problème de faire du dépistage et de s'arrêter là. Il ne faut Ça. pas se leurrer. Moi, je remplace en campagne, en l'occurrence assez loin de Rennes, où derrière les patients venir à Rennes, c'est quand même compliqué. Si vous n'êtes pas sur place derrière, les patients, ils arrêtent leur prise en charge. Donc finalement, il n'y a pas une qualité de prise en charge qui est au rendez-vous. Donc ça, c'est des pratiques un petit peu différentes entre voilà, les différents modes de pratique de la téléconsultation, les différents modes de pratique de la téléexpertise. Aujourd'hui, ce qui fait parfois débat au sein des ophtalmos et autres, c'est vrai que c'est ces pratiques de fausse téléexpertise où finalement on n'expertise pas grand-chose, on est des marchands d'ordonnances. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être quand même un petit peu choquant, même si le patient, encore une fois, on se remet à la place du patient, hein, il a besoin potentiellement d'une ordonnance, et donc il faudrait se trouver une solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui ont été mis en place avec des protocoles, avec l'accès en primo-prescription pour les orthoptistes, le droit au renouvellement de la correction par un opticien pendant X années en fonction de l'âge. Enfin, il y a déjà quand même des solutions qui sont méconnues et qui pourraient répondre à une partie de la population.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la téléconsultation est très décriée, mais mine de rien, c'est uniquement parce que la nature a horreur du vide que du coup, bah, il y a pas d'ophtalmo, on va y trouver forcément, on va trouver quelque chose. Donc du coup, des opticiens vont, parce qu'eux, ils ont besoin de clients finalement, hein, donc ils vont, bah, s'organiser pour trouver quelque chose. Après, en termes de qualité, évidemment, on sait que c'est pas terrible, d'être prescripteur et vendeur forcément, en tout cas dans les mêmes lieux. J'ai même lu, je crois, sur la dernière, une sorte dans le dossier de la ROF, qu'a priori, on ne pourrait pas avoir ce type de service là où il y a de la vente de médicaments, par exemple. Donc, du coup, voilà. Mais En fait, ça reste c'est encore un petit peu compliqué flou, j'ai parce l'impression. que voilà, c'est très compliqué, hein. Les textes réglementaires, ils sont très flous. Si on regarde les recommandations HLS des C'est lieux de ça. téléconsultation, ils ont laissé la droit absolument dans des lieux commerciaux. On a le droit toujours de faire de la téléconsultation. Il faut des conditions de sécurité, enfin, qu'on soit Ouais. isolé, voilà, de confidentialité. Mais finalement, si on regarde ce rapport, un opticien, on a aujourd'hui parfaitement le droit de faire de la téléconsultation chez un opticien. Encore que moi, je suis pas, enfin, tout ça, ça me choque pas spécialement. Encore une fois, c'est comment garantir, enfin, la garantie de la sécurité, de la qualité de la prise en charge. Moi, je reconnais que, voilà, demain, je peux faire de la téléconsultation, pourquoi pas pour des patients. J'en pratique pas, hein, aujourd'hui, mais on est potentiellement en train de vouloir en mettre en place dans un certain type d'activité. Mais c'est finalement, ça serait quand même dans le secteur de notre accès, c'est-à-dire potentiellement au CH de Fougères, où on a un ophtalmo sur place qui pourra reprendre le patient au moindre problème. La qualité de prise en charge, elle est au rendez-vous. On a tous les praticiens spécialisés derrière en cas où. Donc, en fait, voilà, c'est toujours comment garantir le territoire. C'est vrai que faire développer de la téléconsultation dans des territoires où il n'y a pas d'ophtalmo, ça pose un peu question parce qu'on vient répondre à une problématique, en l'occurrence, là, d'accès à une ordonnance pour avoir une paire de lunettes adaptée. Pourquoi pas? Mais par contre, derrière, quid de la suite de la prise en charge? Et ça, c'est vrai que moi, par exemple, à Fougères, hein, pour diminuer les frais d'installation, au début, on voulait faire un poste avancé d'orthopsie. Enfin, on m'avait demandé on me dit, ah, c'est quand même un peu cher, on va peut-être faire juste de l'orthopsie. Et j'ai dit, bah non. Enfin, moi, j'ai dit, dans ce cas-là, je n'y vais pas parce que je ne peux pas garantir. Derrière, on fait quoi du patient, en fait? Nous, à Ça. Rennes, au CHU, on était limité sur nos box de consulte, etc. On ne pouvait pas assurer le dépistage, enfin, derrière le diagnostic et la prise en charge des patients. Donc, j'ai dit, non, moi, je fais s'il y a une offre globale. Et c'est là où c'est pas évident de promouvoir de l'activité sans derrière le backup garanti pour les patients, parce que c'est bien beau, mais si derrière il y a de la pathologie et que le patient il est livré à lui-même, c'est quand même un petit peu dur. Voilà, donc c'est différentes activités qui aujourd'hui voilà, font débat clairement dans la pratique. On a toujours ce débat sur la lampe à fente, sur tout ce que ça peut apporter, hein. Moi, je fais de la surface oculaire et de la cornée. Bah oui, oui, j'ai bien conscience que les patients, souvent, ils n'ont pas que un problème de lunettes, mais on en a, hein, certains qui viennent que pour une réfraction. Mais je pense qu'encore une fois, à ce moment-là, on a déjà des protocoles disponibles pour ces patients. Ils sont juste peut-être mal connus et mal orientés. Les patients sont mal orientés. D'accord. Et donc, du coup, ton rôle concret auprès du SNOF, c'est un rôle de conseil, un rôle de recherche, d'évangélisation. À quoi ça C'est une correspond? bonne- Non, honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que c'est un rôle d'échange. Enfin, voilà, moi, effectivement, c'est, voilà, peut-être, je pense que, enfin, non, c'est vraiment une bonne question, hein. Je ne saurais pas répondre pourquoi, quel est ce qu'on me demande réellement, mais je pense que c'était vraiment de promouvoir, enfin, de montrer les pratiques, Ouais. tout en ayant l'aspect aussi voilà, du cadre réglementaire. C'est vrai que il faut reconnaître que je faisais certaines pratiques pas forcément. Enfin, en fait, on est toujours un peu limite, hein, dans notre cadre réglementaire qui est souvent assez restrictif. Et donc, voilà, on a des envies de développer des choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des cadres pour le faire et qu'il faut, voilà, encore une fois, il faut garantir la sécurité. Donc, auprès du SNOF, on est là pour essayer de rédiger des bonnes pratiques. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé depuis 3 ans avec le CATEL, qui est un incubateur en e-santé, et on avait rédigé justement un livre blanc d'expérimentation, de bonnes pratiques, de comment le mettre en place avec le réseau des 3 O. Donc voilà, on avait déjà travaillé là-dessus. Je pense que c'était un peu pour ça qu'on m'a demandé de venir. Moi, c'est vrai que j'organise un congrès là en septembre dédié à cette activité. C'est vraiment dédié à la téléophtalmologie. On va pouvoir avoir justement la pratique des orthoptistes, éventuellement des opticiens, des téléconsultations. Voilà, on va discuter des lieux où doit se pratiquer la téléophtalmologie, des protocoles,
de monter un réseau de téléexpertise, de la télésurveillance, qui est vraiment aujourd'hui quelque chose de très intéressant, parce que, encore une fois, quand on parle avec certains qui peuvent pratiquer, on est en train aujourd'hui de proposer des choses. Ça vient en plus de ce qui était fait. Et aujourd'hui, on a quand même des outils et des réglementations qui nous permettent de faire de l'ophtalmologie premium, de vraiment d'offrir aux patients une qualité de prise en charge qui n'était pas possible il y a 20 ans parce qu'on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que moi, je cherche à mettre en place et de démontrer par les activités de téléophtalmologie. C'est pas à la dérive, c'est vrai que même si on en a conscience, c'est aussi de montrer que elle permet tous les jours de faire des diagnostics qui n'auraient pas été faits, en tout cas pas dans les mêmes délais, et elle permet de rapprocher l'ophtalmologiste de son patient, les ophtalmologistes entre eux, l'orthoptiste et l'ophtalmologiste, l'opticien et l'ophtalmologiste. Moi, j'ai des volontés d'avoir un réseau aussi, au même titre que j'ai un réseau avec certains orthoptistes ou avec mes confrères médecins, d'avoir un réseau avec les opticiens pour lequel ils pourraient nous contacter pour nos patients quand il y aurait des problèmes de réfraction ou des baisses d'acuité visuelle inexpliquées quand un patient vient chez eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le maillage du territoire, les opticiens, ils ont un rôle majeur. Et je pense que c'est par cette implication que finalement, on remet du lien entre le patient et l'opticien qui est sur son territoire et l'ophtalmologiste. Et je pense que si on arrive à être contacté en direct, finalement, on va améliorer le lien et améliorer la prise en charge. Et probablement qu'il y a des patients, grâce à ça, ils auront un rendez-vous plus vite, ils auront une prise en charge de meilleure qualité, ou ils auront tout simplement une paire de lunettes qui est plus adaptée parce que on aura validé ensemble la réfraction que eux ont éventuellement trouvée, différente que moi j'avais trouvée à ma consultation, mais peut-être que c'est eux qui ont raison. Et voilà, je pense que c'est ça qui peut être parfaitement intéressant encore une fois, dans la téléophtalmologie au sens large qui existe, sans forcément derrière avoir rémunération. Toutes les activités qu'on fait n'ont pas rémunération. Moi, aujourd'hui, notre réseau de téléexpertise qu'on a mis en place au CHU de Rennes, donc ça fait depuis 2020 qu'on l'a mis en place, on l'a testé en ophtalmologie et en dermatologie, on l'a validé. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus de 40 liens, 40 réseaux au CHU de Rennes qui existent, toutes spécialités confondues. On est à quasiment 2000 téléexpertises réalisées par mois au CHU, ce qui n'existait pas. Si on reprend en 2020, aucune téléexpertise était facturée, aucune téléexpertise était quantifiée, on ne savait absolument pas. Ça représente quand même une vraie activité qu'on réalise tous les jours quasiment au CHU de Rennes. Aujourd'hui, elle est reconnue, elle est rémunérée, et on a vachement amélioré le lien avec nos confrères. Et moi, il y a au moins 50% des avis que finalement, c'est des demandes de consultation que je ne facture pas. Tout n'est pas facturation. Par contre, ça permet à nos confrères d'avoir un seul réseau d'adressage, que ce soit pour un avis ou pour une demande de consultation. Ça nous permet d'avoir de l'iconographie en couleur. Ça nous permet d'avoir donné des avis à plusieurs, parce que moi, il suffit juste que j'invite un de mes collègues à répondre, et en fait, on se retrouve à avoir quasiment une réunion de concertation, pas pluridisciplinaire, mais en tout cas plurispécialité en ophtalmologie. Et là, je veux dire, en termes de qualité de prise en charge, comment on peut faire beaucoup mieux, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Avant, je pense que on avait plus difficilement cet accès à pouvoir échanger autour d'un patient qui n'est même pas venu à l'hôpital. C'est juste grâce à l'iconographie et au dossier. Moi, hier, c'était, voilà, encore une fois, je suis de la Cornée, c'était un adressage pour une baisse d'acuité inexpliquée, avec tout le dossier. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est sûr, c'est un kératocone. Je veux dire, moi, j'ai eu la réfraction depuis 2 ans, et je vois bien que la réfraction, quand je regarde les kératométries, elle évolue, et c'est quasiment sûr que c'est un kératocone. Bon, l'ophtalmo, il est passé à côté, mais ça nous arrive tous, quoi. Je veux dire, ça nous arrive tous. Et là, grâce à ça, à un moment donné, il dit, c'est bizarre, je ne comprends pas, il a demandé un avis, et voilà. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. D'accord, donc c'est vrai que depuis 2020, depuis le Covid, forcément la téléophtalmologie s'est beaucoup développée. Tu parlais de rémunération. Est-ce que, on le voit finalement, hem, il n'y a pas de possibilité de mettre de dépassement d'honoraires sur une téléconsultation, une téléexpertise. Donc du coup, est-ce que c'est pas quelque chose qui va être dévolu, uniquement aux ophtalmos secteur 1 ou, aux ophtalmos dans le secteur public? Étant donné que nous savons tous que forcément, il y a de moins en moins de secteur 1. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui va manquer à terme de praticiens pour pouvoir s'occuper justement de ce type de choses? Ouais, c'est intéressant ça. Alors, la téléconsultation, on peut appliquer un dépassement d'honoraires sur la téléconsultation. Donc, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, c'est quand même ce qu'on voit un peu fleurir, c'est finalement des examens qui sont faits en amont avec un orthoptiste en général,
Et après, on pratique une téléconsultation, puisque là, on peut mettre un dépassement d'honoraires et donc, par exemple, transformer de 30 à 50 euros la consultation, qui permet de rémunérer un peu toute la chaîne qu'on a mis en place, au même titre que ce qu'on aurait fait en présentiel. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est le même temps de consultation, hein. Enfin, moi, je ne pense pas que c'est un gain de temps. La téléconsultation n'a en aucun cas un gain de temps. Pour la personne qui est orthoptiste, qui doit faire des examens, ça lui prend autant de temps qu'en présentiel. Et pour l'ophtalmologiste, honnêtement, hein, si c'est des dossiers faciles, bah, c'est comme quand moi je fais des remplacements et que j'ai parfois des dossiers faciles. C'est 1 minute ou 2 avec le patient, hein. S'il n'a pas de questions, ça va très vite. Parfois, c'est beaucoup plus longtemps parce que, bah, il a des questions ou il y a des problèmes. Mais je ne pense pas qu'on aille plus vite. Enfin, la téléconsultation ne nous permet pas d'aller plus vite et ce n'est pas un gain de temps. C'est une possibilité de proposer, encore une fois, si demain il y a des ophtalmos et des orthoptistes sur tout le territoire, je pense que c'est une activité qui va baisser et qui aura tout son sens de baisser. En tout cas, celle où on parle qu'on fait de la vraie réfraction à distance, des rétinographies, ce genre de choses. Encore une fois, je pense qu'il y aura toujours la place de la téléconsultation de suivi avec nos patients pour les informer, savoir comment ils vont, la Ouais. cicatrisation de leur d'une chirurgie ou autre. Ça, je pense que ça a toujours la place. Mais il faut savoir que tout va très vite, hein, sur un territoire. Il y avait des demandes il y a 3 ans, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il faut savoir le reconnaître. Moi, je pense qu'il ne faut pas, parce que parfois on a les ARS, tout ça, qui ont des chiffres, hein, on leur demande de développer la télémédecine sur le territoire. Non, moi, je pense que si le présentiel marche très bien, on n'a pas besoin de télémédecine et qu'il ne faut pas vouloir tendre vers la télémédecine. Par contre, il faut quand même se reconnaître et promouvoir le fait qu'il y a des fois, on fait peut-être venir le patient pour rien et qu'on peut lui éviter. Enfin, nous, c'est vrai qu'en temps CHU, on a des patients qui viennent parfois d'1 heure et demie, 2 heures de route pour venir. Là, des exemples très précis de chirurgie de paupières, ça marche extrêmement bien en téléconsultation et en téléexpertise, hein, avec l'infirmière. Moi, j'ai fait ça cette semaine pour 2 patients. Une photo, je valide la cicatrice, ablation des fils, la patiente, elle a évité 2 fois 4 heures de route. Et franchement, s'il y a le moindre problème, je suis là pour le voir. Enfin, Ouais, elle ça. va venir, hein. Il n'y a aucun problème. Mais si tout va bien, quand même, là, je vais éviter un aller-retour inutile. Pareil pour l'annonce, même si c'est parfois des choses compliquées, mais c'est un carcinome, on a fait une biopsie, on a validé, derrière, il y a une prise en charge chirurgicale qui doit être annoncée. L'examen clinique, on l'a déjà fait, donc on n'a plus besoin. On l'a fait à la première consultation. Donc si on prévient les patients, on leur dit, est-ce que vous voulez revenir en présentiel ou est-ce que je peux faire à distanciel? Souvent, ils me disent, bah non, moi, le distanciel, il n'y a pas de problème, même si vous m'annoncez que c'est un carcinome et que je dois faire être opéré, il n'y a pas de souci. Bah, moi, je le fais et je pense que bah, tout le monde est content, hein, tout le monde gagne du temps. Donc, c'est vraiment ces activités-là. Par contre, la téléexpertise, pour revenir sur je ne suis pas sûr que ça soit un problème. Moi, je pense que c'est pas mal qu'il n'y ait pas de dépassement d'horaire sur cette activité-là. Alors après, c'est facile de dire qu'on est praticien hospitalier et qu'on n'est pas rémunéré par rapport aux actes. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, soit on sait, soit on ne sait pas. C'est-à-dire que ça va très vite, hein. Moi, il y a des fois, je ne sais pas, mais si on sait, bah, on peut rapidement répondre et ce n'est pas extrêmement long. C'est encore une fois plutôt de se dire, c'est un outil de communication qu'avant on faisait déjà. Donc, de toute Ouais. façon, ça ne remplace pas ce qu'on fait déjà. On le faisait déjà d'une manière ou d'une autre. Elle est quand même rémunérée pour celui qui demande l'avis, rémunérée pour celui qui y répond, ce qui n'était pas fait auparavant. C'est déjà pas si mal. Peut-être qu'elle sera un peu, elle va être augmentée un petit peu par rapport au temps qu'on y consacre et aux moyens qu'on doit mettre en place. Mais je ne suis pas sûr que ça soit le critère numéro un. Nous, on voit tous les libéraux qui nous envoient des avis. Finalement, je pense qu'ils sont quand même tous satisfaits. On avait fait une étude, hein, qui l'a démontré, qui est publiée. Ils sont tous satisfaits enfin, voilà, sur l'intérêt du service médical rendu, sur eux, leur facilité d'échange derrière, etc. Donc, voilà, on ne peut pas gagner sur tous les fronts et on n'a pas non plus un besoin quotidien toujours de faire de la téléexpertise. Donc, je ne suis pas sûr qu'il d'ailleurs il faut un médecin qui fasse que de la téléexpertise. Non, je Ouais. pense que ça vient en pratique, ça vient combler un besoin d'échange autour de notre périmètre d'action ou de nos compétences de surspécialité par rapport à notre territoire. Et moi, je suis à 200% pour le territoire de toutes ces pratiques de télémédecine. On ne peut pas faire de la télémédecine sans penser territoire. Il faut vraiment ces parcours de soins de territoire. Ça doit être, avant même de lancer un projet, il faut qu'on ait pensé au parcours de soins et au territoire. On ne peut pas s'engager dans une interprétation d'un examen sans savoir que ce patient, il peut arriver chez nous d'une manière ou d'une autre. Enfin, ou en tout cas, si je ne sais pas le prendre en charge, que je sais à qui je vais l'adresser pour qu'il soit pris en charge. Moi, c'est pas pareil, hein. Enfin, je fais la expertise en EHPAD. Je sais ce que c'est, hein, derrière de faire venir le patient, hein. Enfin, qu'il arrive à ma consultation, ce que ça impacte pour lui, pour moi, la difficulté que je vais éventuellement avoir à l'opérer parce que la compliance, etc., ça va être compliqué, il peut bouger, etc.
je veux dire, c'est pas pareil. Si on me dit fais des interprétations pour Marseille, ouais, je vais pas écrire la même chose, je pense, dans ma conclusion. Je pense que ça, c'est super important parce que, et c'est ce qui parfois est difficile, hein. Je pense que faire de la téléexpertise quand on est tout seul dans son cabinet, c'est compliqué, hein, parce que être en mesure de répondre à tout, enfin voilà, voilà, il faut savoir dire je ne sais pas, hein. Enfin, encore plein de fois, moi, on n'est pas en mesure de répondre à la vie, et puis voilà, comme quand un patient viendrait et qu'on ne peut pas répondre. Mais il y a D'accord. des fois, voilà, il n'y a pas besoin de déplacer un patient pour donner un compte-rendu, qui soit positif ou négatif, ou qu'on sache pas. Les examens, on aurait fait les mêmes, donc c'est dommage de consommer du soin inutilement. Et nous, on va quand même plus vite pour le coup à faire de la téléexpertise qu'à faire voir le patient directement. C'est ça, donc du coup, un traitement différent de certains patients qui avant avaient une nécessité de se déplacer, sur un long trajet, qui du coup maintenant n'ont plus besoin de le faire, soit sur le trajet, mais également la facilité, qu'ils ont de se déplacer évidemment. Très bien. 50%, nous, 50, dans notre étude, 50%, hein, les patients n'avaient pas à se déplacer suite à une téléexpertise. Donc, c'était quand même un chiffre qui est intéressant, et ça veut dire qu'on garde la compétence aussi auprès du professionnel, que ce soit un médecin généraliste ou un ophtalmo, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui va redire à son patient, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre ce traitement. Donc, c'est quand même intéressant, hein, pour la personne qui a demandé l'avis, hein. C'est lui qui garde la main sur son patient et sur sa prise en charge. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Et c'est aussi la qualité d'adressage. C'est-à-dire que grâce à cette expertise, le patient, il arrive au bon endroit, au bon moment. Encore une fois, je disais comment prioriser un patient. Si c'est grave, grâce à cette expertise, on va le faire aller plus vite, quoi, hein. Il peut avoir un rendez-vous le lendemain si c'est grave, alors que si ça ne l'est pas, ça va plus traîner. Donc, et puis potentiellement, c'est un problème de rétine, à la place qu'il soit arrivé sur ma consulte, il va arriver directement avec le rétinologue et inversement. Donc, c'est vraiment, je pense, on gagne vraiment en quantité de soins qui auraient pu être apportés à un patient avec une perte de temps indéniable. D'accord, parfait. Comment est-ce que tu vois justement alors d'habitude je pose la question, comment est-ce que tu verrais l'ophtalmo dans 10 ans? Mais là, on va prendre le prisme justement de la téléophtalmologie. Tu l'as vu depuis tu as vu l'évolution depuis 2020. Est-ce que maintenant on est sur une courbe qui continue à être croissante ou on arrive sur un plateau, qui nécessite d'être un peu recadré? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il va y avoir une augmentation, enfin ça c'est attendu, hein, du nombre de praticiens et donc Ah, d'office. Et puis, il faut aussi se rendre compte d'une chose, hein, et ça, il faut en avoir conscience, c'est qu'on se fatigue. C'est-à-dire que moi, ma pratique de la téléophtalmologie, elle peut être un peu pesante dans ma semaine. C'est-à-dire que souvent, elle n'a pas pris la place d'une pratique présentielle. C'est-à-dire quand même, elle est venue un petit peu s'ajouter oui, ça. à ma pratique, à mon temps. Les invités expertises, ils sont souvent traités le soir quand je suis chez moi, alors que c'est ça en plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi on fait ça? Enfin, pourquoi on cherche à faire ce genre de choses? Donc, voilà, ça, je pense que ça va se régler, hein. Et puis moi, avec mes collègues de l'hôpital, et voilà, il y a plusieurs qui m'ont dit, je suis en burn-out de tes expertises. Un Ouais. peu genre en mode, j'ai un peu envie de freiner, quoi, de plus répondre aussi vite, d'être un peu moins à l'affût. Donc ça, il faut faire attention à ça. Je pense que c'est une pratique qui va évoluer. Donc, le nombre de praticiens va augmenter, donc le territoire va être mieux couvert, hein. Comme on disait, on a horreur du vide, on n'est pas bête, hein. À un moment donné, on veut une activité intéressante. Si on ne veut pas une activité où c'est toujours un nouveau patient qui vient et qui fait du nomadisme médical, on va se mettre dans un territoire qui a des besoins. Donc, je pense que là-dessus, ça va se faire petit à petit. Et nous, on le voit très bien sur le bassin rennais, avec une évolution du délai des rendez-vous très positif pour les patients. Donc, je pense que ça, tant mieux, la qualité de la prise en charge s'améliore et va continuer à s'améliorer. Et donc, certaines pratiques de téléconsultation, je pense particulièrement au poste avancé d'orthopsie, ce genre de choses, vont diminuer parce que, en fait, les patients, ils veulent un tout en un. Je ne dis pas que ça n'a pas sa place, ça a parfaitement sa place, mais les gens, ils veulent quand même, encore une fois, que sur le même site, si possible, ils aient accès à l'ophtalmo s'il y en a besoin derrière et pas derrière de faire tant de kilomètres pour voir un ophtalmo, etc. Même si on leur mâche le rendez-vous, on leur donne, etc., ils vont pas être tout à fait satisfaits. Donc, je pense que le jour où un OPTA présentiel se mettra à côté, ils iront vers l'OPTA qui sera en présentiel si la qualité de la prise en charge évolue, enfin, est favorable. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'on est à l'ère de la télésurveillance, on est aux prémices de la télésurveillance. La télésurveillance va évoluer, probablement avec la technologie qui va encore évoluer sur tout ce qui est maladie chronique, et que ça fera partie de nos pratiques. Et c'est encore une fois quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Est-ce que demain, si on a des courbes tensionnelles de tous les jours d'un patient au niveau de sa tension oculaire, est-ce qu'on saura bien la prendre en charge? Est-ce qu'on saura bien l'interpréter? Donc, on aura des pratiques différentes à apporter.
La téléexpertise, je pense qu'elle va quand même continuer à évoluer, hein. Je pense qu'elle est déjà un peu à un plateau, mais qu'elle continue à évoluer parce que, encore une fois, c'est pas très bien organisé partout sur le territoire. Donc, moi, le premier, hein, je demande beaucoup d'avis à des collègues, hospitaliers ou non d'ailleurs, pour des prises en charge de ma surspécialité, mais où j'ai encore besoin de gens encore plus surspécialistes que moi. Et donc, voilà, je veux dire, c'est pas toujours simple. Souvent, ça reste encore sur leur mail perso, etc. Donc, on voit bien que c'est des choses qui vont probablement évoluer par l'accès facile à soit des plateformes, soit des moyens de communication qui vont s'améliorer. Et puis la téléconsulte, franchement, ça, c'est vrai que c'est une pratique qui pose question, hein. La téléconsulte, elle n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à une téléexpertise en ophtalmologie, ça c'est très clair. Donc, je pense que c'est pour remplacer, aujourd'hui, c'est pour venir en aide à une demande. Et c'est pour ça qu'il faut la respecter, parce que, voilà, encore une fois, il y a des patients derrière, ils ont besoin. Mais j'ai du mal à penser qu'on est plus content de faire de la téléconsultation que voir nos patients en présentiel. Moi, j'avoue que voilà, je pense que quand on est en présentiel, c'est aussi très agréable. Ce travail aidé dans tous les cas, hein, donc nous a fortement Ouais. amélioré nos conditions de travail. Et donc, ouais, je pense que le présentiel a vraiment sa place et que ne sera absolument pas remplacé. Mais après, on va avoir des aides, encore une fois, l'IA, etc., qui va nous aider. Et je pense que la consultation qui est déjà aujourd'hui très aidée avec du personnel et autres, et qui fait que nous, parfois, on garde très peu de temps avec le patient, Mhm. va être encore optimisée avec de l'aide diagnostique, de l'aide de prise en charge grâce à l'intelligence artificielle. Et que voilà, nous, notre rôle sera vraiment la communication avec notre patient et la qualité de la prise en charge médicale ou chirurgicale qui en découle. Donc, ça évolue, c'est ça qui est passionnant, hein. C'est ça qui est passionnant. Ça évolue tout le temps et les protocoles évoluent, ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que là-dessus, et je rejoins le SNOF, je pense qu'on est aussi à une ère où il faut évaluer. Évaluer plutôt que toujours vouloir, encore une fois, parce que dans son territoire, on aimerait voir des patients de 80 ans en protocole, etc. Absolument promouvoir cette activité parce que les choses bougent très vite et qu'il faut peut-être déjà évaluer tout ce qui a été fait, voir comment c'est mis en place sur les territoires, voir ce que ça a fait sur le délai de consultation, le délai d'organisation des soins, plutôt que d'aller trop vite. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu appris grâce au SNOF aussi, hein, en disant évaluons un peu ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on essaye nous de faire, hein. On a évalué notre expertise, on a évalué notre consultation en EHPAD sur la téléexpertise en la publiant. Là, on a fait une pratique en prison qu'on va évaluer, qui sera publiée. Voilà, je pense que c'est des pratiques. Voilà. Faut remettre vraiment, il y a des besoins, il y a des solutions numériques qui nous aident à les mettre en place. Encore une fois, tout en respectant la qualité de la prise en charge qui doit être vraiment au centre de l'activité. D'accord, parfait. Dernière question, un peu rituel. Quel conseil tu donnes? Parce que d'habitude, je dis tu donnerais, mais j'imagine que tu as en contact avec toi tous les jours des assistants, des chefs de clinique. Quel conseil tu donnes quand on vient t'interroger et te dire, OK, voilà, je sais pas trop quoi faire après mon assistanat, mon clinica. Qu'est-ce que tu réponds à un jeune? De prendre son temps. C'est-à-dire que je pense que, enfin, voilà, moi, je considérais qu'on a 40 ans de carrière à faire et que, enfin, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont d'autres métiers et qui, parfois, déjà, ils ont mon âge, ils ont déjà changé 3 fois de métier, ils font des choses très différentes. Voilà, et que nous, en médecine, on est quand même confronté à une pratique qui va être un peu tout le temps la même pendant très longtemps. Et donc, je trouve que, voilà, je pense que si on a des opportunités d'aller voir un peu autre chose, de s'intéresser à autre chose, je trouve que c'est intéressant. Et donc, c'est aussi l'intérêt de la télémédecine, moi, d'échanger avec des dermatos, avec des diabétologues qui ont de la télésurveillance depuis très longtemps, pour voir un petit peu ce qu'ils en font, comment ils ont fait évoluer les choses. Donc, je trouve que c'est voilà, prendre son temps. Je pense que l'hospitalier voilà, a sa place pour diversifier son activité. Après, c'est vrai qu'il y a un enjeu économique qui est extrêmement différent dans les deux pratiques. Donc, voilà, on peut faire des très belles choses dans le libéral aussi, hein. C'est ça que j'aime bien, hein. Moi, encore une fois, j'ai une activité un peu libérale et avec autour de moi des super belles activités très, très intéressantes dans leur spécialité. Donc, on a de la chance, on a une spécialité médico-chirurgicale extrêmement intéressante. On n'est pas obligé de faire de la chirurgie pour avoir une activité passionnante et inversement. Donc, voilà. D'accord. Eh bien, écoute, très bien. Je te remercie de ta présence. On va éventuellement redonner les dates de ton congrès sur la téléophtalmologie à Rennes.
Le vendredi 13 septembre, à Rennes, au couvent des Jacobins, donc en plein centre, un merveilleux couvent qui a été remis en centre de congrès. Et c'est vrai voilà, tous les acteurs de la filière visuelle sont conviés à cette pratique. On a la chance d'avoir plusieurs pratiquants sous différentes formes, et puis aussi beaucoup d'industriels qui ont répondu présent, que ce soit des startups ou des différents acteurs du matériel ophtalmologiste qui nous permettent aujourd'hui de faire des choses extrêmement intéressantes. Donc, tout le monde est fortement convié à venir. Je pense que c'est un congrès qui change un petit peu de ce qui peut se voir sur les différentes régions. Et donc, on a vraiment vocation à espérer qu'il y ait des acteurs de tout le territoire qui viennent enrichir le débat sur cette pratique qui pose des questions souvent. Donc, c'est tant mieux. D'accord, parfait. Merci Mathieu, à bientôt. À bientôt. Merci, Sébastien. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Mathieu nous a brossé un tableau plutôt complet de ce qu'est la téléophtalmologie aujourd'hui en France, pratique controversée mais qui reste extrêmement utile, notamment dans les déserts médicaux. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire au congrès qu'il organise à Rennes en septembre. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.